Bien, dans cette petite vidéo, on va essayer de déterminer le champ de température. Donc on imagine un dispositif cylindrique, donc de longueur L, de rayon A0, donc là c'est une vue de face et là la vue de profil, qu'on utilisera tout à l'heure. On suppose que la température T0 loin du dispositif la température loin du dispositif vaut T0 fixée. Et alors il y a deux aspects en plus. On va supposer qu'il y a une loi convectif en surface, donc qui vous indique que le flux sortant surfacique, donc cette chose-là, ça va être en watts par mètre carré dans le système international d'unités. C'est la constante convectif. Fois la différence de température. T en A0, c'est la température à la surface du matériau, et T0, c'est la température plus loin du matériau. Imaginez que vous approchez votre main, je sais pas, d'une surface chaude, c'est plus chaud, mais c'est pas la température de la plaque elle-même. Donc il y a une différence entre la température à la surface du matériau et la température, on va dire, à quelques centimètres du matériau, et le flux surfacique est donné par cette loi convective de Newton. Et enfin, on suppose que il y a au sein du matériau un apport en volume, une puissance, donc ce petit p qui est uniforme dans le matériau est une puissance volumique, donc en watts par mètre cube. Et ce qu'on cherche à déterminer, c'est en fait le champ de température. Donc on cherche à connaître quelle est la loi, le champ de température en fonction de la position R. On va supposer une invariance pour simplifier, on va supposer une invariance par translation. Voilà. Et le dernier point, on supposera un régime permanent. Alors, on va attaquer la résolution. Donc, l'idée c'est de commencer par faire un bilan thermodynamique. Pour quel système? Eh bien, vu que la température dépend de R, l'idée c'est toujours de prendre un dispositif en fait qui est une coquille cylindrique située entre R et R plus dr. Donc bilan thermodynamique pour une coquille cylindrique de longueur L, la longueur du dispositif, située entre les rayons R et R plus dr. Bien, alors on va attaquer la résolution. Donc l'idée, c'est le point important, c'est que déjà le premier point, c'est qu'on est en régime permanent. Alors, si vous êtes en régime permanent, eh bien nécessairement, vous devez avoir que les apports doivent égaliser les pertes. Car simplement, si vous considérez cette coquille ou n'importe quelle partie du matériau, s'il y a plus d'énergie thermique qui rentre que d'énergie thermique qui sort, eh bien, le matériau est en train de s'échauffer, et donc on ne se situe pas en régime permanent. Voilà, donc le régime permanent entraîne forcément que les apports vont forcément équilibrer les pertes. Alors maintenant il suffit de considérer, donc mon système, c'est bien la coquille cylindrique de longueur L située entre R et R plus dr. Donc pour faire ça, eh bien, je vais dire qu'il y a donc des apports, donc j'avais appelé phi de R le flux, c'est-à-dire en watts, qui rentre dans la coquille de rayon R. Donc ça c'est un premier apport. Plus, qu'est-ce qui est apporté? Eh bien, il y a aussi une autre puissance qui est apportée, c'est cette puissance volumique. Donc vous avez une puissance volumique petit p, d'accord, qu'il faut multiplier par le volume de cette coquille cylindrique. Pour trouver le volume de cette coquille cylindrique, vous allez prendre eh bien, le périmètre du cercle, 2 πr, la longueur du dispositif, c'est comme si vous dérouliez le cylindre, donc vous auriez une longueur de πr, le périmètre, la longueur grand L de hauteur, d'accord, ça, quand vous dépliez le cylindre, ça vous fait l'aire latérale du cylindre, et vous multipliez par dr, l'épaisseur de la coquille cylindrique. Et ce résultat est valable au premier ordre en dr. Donc on prend une tranche infiniment petite, c'est-à-dire une longueur dr qui est très petite devant la longueur A0 du dispositif. Donc ça, c'est le flux entrant, ça c'est le flux entrant, qui est bien une puissance. Ça, c'est les apports en volume, qui est également une puissance. Et enfin, en sortie, vous allez avoir le flux sortant,
d'accord, qui est le flux qui sort en sortie du dispositif. Donc voilà, ceci c'est une première relation qui vous donne le bilan thermique dans cette zone de l'espace. Voilà. Et ça, c'est donc le flux sortant. Alors, une fois qu'on est ici, il ne faut surtout pas, ici à ce stade-là, enfin, c'est pas très avantageux, bien sûr, alors le flux en R, c'est un flux radial, donc en fait, ça sera égal au vecteur courant, c'est-à-dire le flux surfacique, JQ de R, multiplié, je vous rappelle bien que si on redessine le dispositif, quand je fais mon cylindre de rayon R, le flux il est en train de sortir latéralement, donc il faut bien faire pour trouver la surface qui est traversée, c'est bien la surface latérale du cylindre, donc c'est bien un 2πr fois L. Alors ça c'est tout à fait exact. Ce que je viens d'écrire est tout à fait exact. Le flux qui traverse en R, c'est JQ de R fois 2πr fois L. Mais il ne serait pas pertinent à ce stade de remplacer phi de R par cette expression. Il faut mieux réaliser une première intégration sur phi de R et ensuite on développera. Alors maintenant, on va continuer en essayant de trouver eh bien, le flux. Alors pour trouver le flux, l'idée en fait c'est de regrouper les termes en phi et vous allez avoir que phi en R plus dr moins phi en R. Les grandeurs ne dépendent pas du temps parce que je me suis placé en régime permanent. Ceci, ça sera bien sûr, je vais à l'ordre le plus bas en dr, je vais confondre en fait à l'ordre 1 en dr, je vais confondre en fait la dérivée et le taux d'accroissement, toujours en supposant que l'élément de longueur dr est très faible devant la longueur A0. Et ceci, c'est la différence entre ceci et cela. Donc c'est le terme que vous avez ici, P fois 2πr fois L dr. On voit qu'on va pouvoir simplifier par dr, je ne le fais pas ici exactement parce qu'il n'y a pas de dr là, mais ceci, ce sera équivalent à, alors quel que soit R appartenant à 0 à 0, ça fait donc d de phi sur d de R égale P fois 2πr fois L. Alors, juste avant de continuer, donc ça c'est une relation importante pour poursuivre, mais avant de continuer, je reviens sur un petit point, il ne faut surtout pas, vous voyez, quand j'ai fait le bilan dans cette tranche, vous voyez, entre R et R plus dr, il ne fallait surtout pas inclure le terme qui est là, car ce terme n'a lieu qu'à la surface, ce delta phi surfacique, c'est le flux sortant au niveau de la surface, le flux conducto-convectif, au contact de l'air, mais il n'existe pas au sein du matériau. Donc faites très attention sur les termes qu'on vous donne, ne comptez bien que les termes qui sont vraiment dans le système que vous avez à considérer. Cette condition-là, elle servira tout à l'heure de condition aux limites, mais elle n'intervient pas dans le domaine. Elle existe uniquement en R égale à 0, d'où la température T en A0. Alors, arrivé ici, il est maintenant assez facile d'intégrer cette relation. Donc, vous voyez l'intérêt de ne surtout pas développer ici. Vous voulez intégrer. Donc, dès que vous avez ça, vous avez une dérivée égale finalement une fonction polynomiale, donc c'est extrêmement simple à intégrer, et vous obtenez finalement, hein, sans grande surprise, sans grande difficulté, pardon, que phi de R, ça va être P pi R carré sur L, plus une certaine constante qu'on va appeler constante pour l'instant. Voilà, donc simplement si on redérive, on retrouve bien le 2πr, d'accord, et c'est uniquement maintenant, donc maintenant on va s'intéresser au vecteur courant JQ de R. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est le vecteur courant. Et maintenant, bien sûr, j'utilise la loi qui relie le vecteur courant au flux, celle qui est écrite ici. Donc maintenant et maintenant seulement, je remplace le vecteur courant par son expression. Donc, enfin, pardon, le flux par l'expression. Donc j'ai donc j'ai donc maintenant que JQ de R fois 2πr fois L égale P fois pi R carré fois L plus constante. Je divise par le 2πr sur L, ce qui me fait JQ de R. Ça sera donc, alors, il y a le P qui est toujours là, j'ai un 2 au dénominateur, j'ai un R qui disparaît, les pi doivent disparaître, les L doivent disparaître, donc on doit arriver à PR sur 2, plus, attention, n'oubliez pas, parce que là c'est constante, il faut pas faire attention parce qu'il y a 2πrL. Alors éventuellement, on peut enlever le 2πl avec la constante, je peux écrire ça PR sur 2 plus une constante prime, disons, sur R, mais n'oubliez pas le R ici, parce que là, R n'est pas une constante, donc on peut bien le laisser. Et ceci, c'est toujours vrai,
quel que soit R, pour l'instant, appartenant à 0 à 0. Vous travaillez pour l'instant sur ce domaine-là. Voilà. Donc, une fois que vous êtes là, eh bien maintenant, on va passer au champ de température. Vous voyez, progressivement, on monte en gamme à chaque fois, mais surtout ne pas dériver, toujours essayer de monter. Alors, pour ceci, bon, je ne l'ai peut-être pas dit au départ, mais on va supposer que le dispositif vérifie la loi de Fourier, donc on suppose qu'il y a une relation de linéarité entre le vecteur courant et la dérivée spatiale, le gradient de température. Bon, ici, je vais un petit peu rapidement, mais vu que la température ne dépend que de R, le gradient va se limiter à la composante radiale du vecteur courant, moins lambda dt sur d de R. Et ceci doit être égal à P R sur 2 plus constante prime sur R. Et donc, on peut continuer. Donc, la dérivée spatiale de la température, ça fait donc moins P R sur 2 lambda, plus, alors on peut changer la constante, vu qu'on divise par moins lambda, comme vous avez dit par moins lambda, disons que la constante devient une constante seconde sur R. Vous pouvez intégrer le moins lambda dans la constante. Et toujours pareil, donc ça c'est toujours vrai quel que soit R appartenant à l'ouvert 0 à 0. Pardon, c'est passé, je sais pas pourquoi. Et donc maintenant, je continue. Donc j'intègre comme ceci, donc ça va me faire que T de R, eh bien ça fait moins P R carré sur 4 lambda, donc quand on redérive, bon, il y a un 2 qui va disparaître, plus constante seconde fois un ln de R, donc il faudra corriger plus tard, plus une certaine constante que j'appelle A pour l'instant. N'oubliez jamais les constantes, hein, c'est toujours plus simple de faire des primitives, ne tentez pas des intégrales ici, alors ça c'est une autre remarque, ne tentez pas des intégrales, car si vous faites l'intégrale, il faut à la fois trouver une primitive plus les conditions limites, alors qu'il est plus simple de faire d'abord une primitive et ensuite de se poser la question des conditions limites. Ça décompose en deux parties, le problème. Ça revient au même, mais c'est plus décomposé. Alors maintenant, nous arrivons à un point essentiel, nous arrivons ici. Mais ce terme-là, bien, c'est un terme qui diverge à l'origine. Or, la température ne peut pas diverger à l'origine, d'accord, dans un sens ou dans l'autre, en positif ou négatif. Donc, ce sens-là n'a pas de sens physique. Bon, la température, de toute façon, elle doit être supérieure à 0 Kelvin. La température va forcément être plus importante physiquement. La température va être plus importante que la température extérieure, vu qu'on chauffe dans le matériau. Mais elle ne veut pas tendre vers l'infini. Simplement, ce que ça dit, c'est que si la température se mettait à augmenter, le matériau va fondre. Mais si le matériau fond, il n'y a plus de matériau, il n'y a plus d'exercice. D'accord? Donc on suppose qu'on reste dans une puissance raisonnable, c'est d'ailleurs l'objet peut-être de la fin de l'exercice, qui va permettre au dispositif de ne pas fondre. Donc s'il ne fond pas, la température ne doit pas diverger, et donc j'impose ici une constante seconde qui vaut 0, pour une question physique, d'accord? Vu le problème que je traite, et j'obtiens que quel que soit R appartenant à l'ouvert 0 à 0, T de R, vaut maintenant, là il y aura un problème de divergence en 0, hein, si on garde ce terme, vaut A moins P R carré sur 4 lambda. Voilà, donc arrivé ici, pardon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser maintenant les conditions limites pour trouver la constante A. Alors sans surprise, on voit que la température sera une fonction décroissante de R, c'est normal. Lorsqu'on va s'éloigner du centre du dispositif, eh bien la température va se rapprocher de la température T0, et bien évidemment au centre du dispositif, avec l'énergie délivrée, il fera forcément beaucoup plus chaud. Voilà. Donc arrivé ici, je vais imposer la condition limite. Que dit la condition limite? La condition limite, attention, porte ici sur le flux, condition aux limites. Donc en fait on a déjà utilisé, il y a deux conditions limites, celle en A0 et celle en 0, mais celle en 0 on l'a déjà utilisée pour imposer une constante nulle. Et donc l'autre condition limite en R égale à 0, on l'a fait maintenant. Donc la seconde condition limite pour R égale à 0, elle porte sur le flux, et elle dit que le flux, surfacique, elle vous dit que le flux surfacique, phi S, delta phi S, si vous voulez, elle équivaut H, T en A0, moins, il est un peu logique de l'appeler phi S, d'ailleurs, delta phi S, parce que delta serait pour le petit flux sur un ds, mais on peut appeler phi S, disons, le flux surfacique, comme ceci, et là c'est T0. Et c'est quoi ce flux surfacique? Ben, c'est un flux par unité de surface, donc en fait, ça, ce n'est rien d'autre que le vecteur courant, hein, c'est bien un flux surfacique, donc c'est le vecteur courant,
mais calculé en A0. Bon, si vous préférez en A0 moins, pour toute rigueur. Et donc, pour calculer ce vecteur courant, eh bien, je calcule moins lambda dt sur d2r, mais que je vais évaluer en r égale A0. Donc, j'aurai finalement que h t en A0 moins t0, ça sera égal à moins lambda fois, alors dt sur d2r, je redérive cette expression-là, donc je vais me faire moins p, moins 2p r, je vais dire r pour l'instant, d'accord, sur 4 lambda, et tout ça est évalué en r égale à 0, car la condition porte bien à la surface du matériau. Je peux maintenant simplifier, donc il y a le moins ici et le moins ici, les lambda qui vont se simplifier, les moins vont disparaître, et il va me rester p à 0 sur 2. Et ceci nous donne donc t en A0. Eh bien, c'est donc T0 plus quelque chose, forcément, il fait plus chaud à la surface du dispositif que dans l'air. Voilà. Donc voilà cette relation qui nous donne la température en A0, que je vais pouvoir maintenant réutiliser pour trouver la condition aux limites. Donc voilà la température en A0, bon c'est pas la fin, mais c'est une étape intermédiaire. Alors, une petite remarque, quand on arrive là, on peut se dire, bon, on a fait beaucoup de calculs, est-ce que ça c'est juste? Alors il y a une petite remarque qu'on peut faire, regardez. Si je fais le flux surfacique fois la surface latérale au niveau du cylindre, c'est 2pi A0 fois L. Ceci, ça va faire H T A0 moins T0 fois 2pi A0 L. Et si j'utilise le résultat qui est juste avant, donc si je reprends le résultat qui est là, d'accord, pour exprimer le 2pi, le HT A0L, ça me fait donc, je remplace ici par P A0 sur 2 fois 2pi A0L, et ça fait P fois pi A0 carré fois L. Et alors ce résultat-là, alors je vais le réécrire, c'est que, d'accord, phi S, le flux surfacique fois 2pi A0 L, c'est P fois pi A0 carré fois L. Et en fait, c'est un résultat évident et qui est correct, d'accord. Donc, les questions qu'on a écrites ici, hein, d'accord, les questions que j'ai écrites là, donc, entraînent ceci. Donc ça entraîne ceci. Qu'est-ce que cette chose-là? Ça, c'est la puissance volumique fois le volume. Donc, c'est la puissance dissipée dans le dispositif. Et ça, c'est le flux total sortant. Et on est en régime permanent. Donc, en régime permanent, sur l'ensemble du dispositif, la puissance totale apportée au sein du système doit sortir à chaque instant. Sinon, le matériau est soit en train de se refroidir, soit en train de s'échauffer. Donc en fait, au lieu de faire tout ça, vous voyez, au lieu d'égaliser le flux, vous pouvez directement écrire ça. Ça, en fait, ça peut être proposé dès le départ, éventuellement. Ça peut être une astuce pour gagner quelques lignes de calcul. Voilà. Mais faites bien attention à la condition d'application. Mais ça peut être une astuce, d'accord, pour gagner quelques lignes de calcul. Ou sinon, si on vous fait trouver ça et on vous dit commentaire, enfin, si on vous fait trouver, pardon, ce que j'ai coché ici, ce qui est là, d'accord, entre HTA0 moins T0 égale ça, commentaire, l'astuce c'est de faire ça, et puis le commentaire c'est celui qui est ici. Donc on va toujours dire que j'ai trouvé TA0, donc maintenant il me reste à reprendre ces deux relations qui sont là. Il faut reprendre, bon, je vais prendre ces deux relations, la relation qui est en rouge et la relation qui est en bleu. Donc finalement, pour terminer, je ne suis pas très loin d'avoir terminé, encore une petite étape. Donc j'ai d'une part, donc je prends cette relation là que je vais écrire en A0, donc ça me fait T en A0. T en A0, c'est donc égal à A moins P A0 carré sur, on va dire, alors c'est 2 ou 4 lambda, je sais plus, c'est 4 lambda. Et ceci doit être égal à ce qui est écrit juste au-dessus, c'est-à-dire T0 plus P A0 sur 2H. D'où on déduit que A vaut T0 plus P A0 sur 2H plus P A0 carré sur 4 lambda. Et finalement, si je remplace A par son expression,
j'arrive finalement à... Alors maintenant, je peux étendre le domaine sur 0 à 0, vu qu'on a pris la continuité sur la température grâce aux conditions limites. J'ai que T de R, ça fait donc, alors, il y a P à 0 carré sur 4 lambda, moins P R carré sur 4 lambda. Enfin, je recopie tout le A à 0, T0, plus P à 0 sur 2H. D'accord? Donc si je reprends, hein, ce terme-là, ce terme-là, ce terme-là, ça c'est le A, et le moins PR carré sur 4 lambda, c'est celui qui était ici. Voilà. Donc ça, c'est le champ de température. Bon voilà, c'était une question, maintenant on va essayer de conclure, mais là c'était le champ de température. Donc voilà le champ de température au sein du dispositif. Alors quelques commentaires. Ce champ de température est bien sûr maximal en R égale 0, bon, ce qui est logique, il est forcément plus grand en R égale 0 qu'en T0. Plus précisément, on peut aussi évaluer que... Alors T en 0, ça c'est une question intéressante, ça va être le point le plus chaud, et le point le plus chaud, ça fait... Donc ici, ça fait 0, donc ça fait en fait P à 0 carré sur 4 lambda. Plus P à 0 sur 2H plus T0. Voilà, donc on arrive ici pour le champ de température au centre, pardon, et donc c'est le point le plus chaud, d'accord. Et alors quelques commentaires, bon, bien évidemment que T en R égale 0 est supérieur à T0, bon ça c'est pas une grosse surprise, d'accord, vous chauffez dans le matériau. On voit également que la valeur de T en R égale 0 est une fonction croissante quand P augmente. Inversement, T en R égale 0 est une fonction décroissante quand lambda augmente ou quand H augmente. Bah, ça c'est logique parce que si vous augmentez les possibilités d'évacuer l'énergie thermique, soit par diffusion, soit par convection, bien évidemment que la température au centre sera moins importante. Et enfin, la dernière idée qu'on peut avoir, c'est que donc la question à se poser, c'est de comparer T en R égale 0 là, donc comparer T en R0 à T de fusion, quoi. Et donc une question qu'on peut se poser, c'est quelle est la puissance limite qu'on peut délivrer, donc quelle est la quantité par exemple de réaction nucléaire qu'on peut faire au sein du dispositif qui ne met pas dans le risque éventuellement que le système pourrait éventuellement fondre. Voilà. Donc voilà pour ces quelques, voilà, pour le calcul complet de ceci. Mais bon, l'idée est bien sûr ici, donc surtout ne pas dire, hein, on est bien en régime permanent, mais vous ne pouvez pas dire que le flux entrant est égal au flux sortant, car les apports compensent les pertes en régime permanent, mais n'oubliez pas qu'ici il y a des apports en volume. Hein, donc vous n'avez pas flux entrant égale flux sortant. Ensuite, l'idée c'est vraiment de passer d'abord sur phi, de surtout pas développer à ce stade-là, d'intégrer dès que vous le pouvez, de monter en gamme dès que vous le pouvez, hein, et ensuite simplement plus tard de faire apparaître le vecteur courant et le champ de température. Et après, la condition limite, donc il y a un exercice plus simple où on vous impose directement une température de surface, c'est un peu plus rapide. L'exercice un peu plus compliqué où on vous fait déterminer avec la condition limite sur le flux. Avec cette petite remarque là assez intéressante pour comprendre l'idée directement de la conservation de la puissance apportée, la puissance doit sortir en régime permanent. Et quelques commentaires sur la température. Voilà, je vous remercie.